Quelque temps après son mariage, Mariam réalise son plus grand rêve, celui de devenir maman. Quelle joie immense pour elle qui a tant désiré cet enfant. Effectivement, le 13 juin 2005, elle donne naissance à une merveilleuse petite fille au nom d'Ivana. Pour elle, c'est le plus beau cadeau que la nature pouvait lui offrir. Des jours passent, Ivana grandit, mais sa maman remarque des comportements étranges chez sa fille. Elle ne joue pas comme les autres enfants de son âge, ne parle pas, n'arrive pas à tenir des objets, etc. Après des tests médicaux, le diagnostic tombe. Ivana est atteinte de dyspraxie visio-spatiale. Choquée et attristée par la nouvelle, sa maman ne se laisse pas pour autant abattre. Armée de force, elle a un objectif en tête, sortir sa fille de ce handicap. Cadre dans une banque, elle met sa carrière de côté pour rester au chevet de sa fille. Cette fille qu'elle a tant désirée devient sa priorité. Après de longues années de lutte, le résultat est positif. Ivana retrouve ses facultés. Sa vie reprend peu à peu son cours normal. Aujourd'hui, les deux femmes ont tenu à partager leur histoire sur le plateau de Résilience. Alors, Mariam, votre fille est née avec un handicap appelé dyspraxie visio-spatiale. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, la dyspraxie visio-spatiale, en fait, c'est tout simplement un handicap déjà invisible, hein, parce que ça ne se voit pas. Et comme je l'expliquais au préalable, le cerveau n'intègre pas la séquence motrice qui introduit l'automatisation du geste. Donc, c'est un handicap qui porte bien son nom, donc qui ne se voit pas et qui a un impact sur tout, le quotidien, et notamment sur les difficultés d'apprentissage, l'autonomie. Donc, apprentissage scolaire, jeu d'éveil, autonomie, ça va être se brosser les dents, prendre sa douche, manger, tout. La vie au quotidien. Est-ce que c'est une maladie rare? Alors, selon la Haute Autorité de France, en fait, il y a 11% d'enfants touchés par ce handicap en France. Donc, ils ont fait une distinction, donc il y a 7% de garçons et environ 7 ou 5 et 6% de filles touchées par ce handicap. Voilà. Et on connaît la cause de ce handicap? Alors, la cause, alors, différentes causes. La première peut être la prématurité, un AVC, une tumeur, une souffrance cérébrale due à un accouchement difficile, par exemple. Voilà quelques causes. Dans votre cas, votre fille était prématurée. Prématurée, tout à fait. D'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement de votre fille que les autres enfants de son âge ne faisaient pas? Alors, beaucoup de choses. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'elle n'arrivait pas à manger toute seule. Oui. Le couvert tombait. La nourriture, j'en avais partout. Alors, on va me dire, oui, c'est normal, c'est de son âge, effectivement, qui en est un peu partout, c'est vrai. Mais on peut tenir quand même le couvert, même si on ne le tient pas bien. Donc ça m'a interpellée. La deuxième des choses qui m'a interpellée, elle n'a jamais joué à un jeu d'éveil. Jamais. Que ce soit le puzzle, que ce soit les coloriages. La première chose, je m'en rappellerai toujours, je lui avais acheté un cahier de coloriage. Elle a pris le crayon comme ça, elle a fait ça. Donc elle n'a même pas compris, en fait. Voilà, donc ça m'a interpellée. Au moment, quand l'enfant commence à devenir autonome, donc il commence à s'habiller seul, moi, elle n'arrivait pas. Et elle me le disait. Je n'arrive pas, je ne peux pas, je n'arrive pas. Je n'ai pas refoulé ma fille. J'essaie de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas. Mon mari me disait non, ça va passer. Donc, tout mon entourage, en fait, me disait c'est rien, c'est rien. Mais mon intuition de moment me disait que ma fille avait quelque chose, elle avait un problème, parce qu'il y avait trop de choses qu'elle ne puisse pas, notamment le bouton et les lacets. Donc, il fallait acheter des pantalons avec des ceintures, ça me posait un problème. Et puis, à chaque fois, même le verre, boum, il tombait. Les couverts tombaient. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me mettait les couverts à côté et elle prenait le doigt. C'était plus facile, en fait. Donc, tout ce contournement-là, et je relevais. Je suis partie sur l'ordinateur, j'ai commencé à regarder, je suis allée sur le forum. Alors là, le forum, il ne faut surtout pas y aller, c'est la dépression, parce que quand vous voyez tout ce que les femmes disent. Puis j'en ai parlé à mon médecin traitant. Très bon médecin traitant, et qui m'a dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. On va commencer à faire des tests. Et donc, j'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Quand je sortais du travail. Ma préoccupation, c'était ma fille. J'ai fait Debré, Tenon, Necker. Effectivement, au travers de tous les blancs. Mais ça, elle m'avait prévenu. Elle m'a dit, on va faire des tests, mais il faut vous préparer. Il se peut qu'il y ait un handicap. Et là, c'est violent. C'est violent pourquoi? Parce que c'est différent quand vous êtes enceinte ou qu'on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose. Même si c'est difficile, psychologiquement, on est plus ou moins préparé. Mais là, je n'étais pas préparée
Quand bien même je savais qu'il y avait un dysfonctionnement, je n'étais pas préparée à ça. Et ça a été la période très difficile, je pense que ça a été la période la plus difficile de ma vie. Alors, j'ai pleuré quand on m'a remis le formulaire qu'il fallait que je remplisse, hein, parce que tous les tests démontraient qu'effectivement, il y avait un problème, il y avait un handicap. Mais il fallait identifier cet handicap-là, parce qu'au travers de tous les tests, en fait, il y avait pas on ne savait pas si elle était autiste ou pas du tout. Alors, quand on m'a remis le formulaire, parce qu'on m'a dit c'est avec ça que je pourrais être accompagnée, aidée, là, j'ai fondu. J'ai bien fondu. Et puis, on se dit, face à une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déprime? Et qu'est-ce que l'enfant il devient à côté de ça? Parce que on doit être le moteur, on doit être quelque part l'exemple pour son enfant. Et je me suis dit, il y a un problème, il faut trouver une solution. Tout problème a une solution. Et c'est moi qui vais trouver cette solution parce que c'est mon enfant. Et comme je suis en vie et que je suis en santé, je vais trouver le problème. Et le problème, je l'ai trouvé. Et on parlera de la solution tout à l'heure, Mariam. Voilà. Je vais donner la parole à Ivana. Ivana, comment tu te sentais à l'époque? Comment ça se passait, par exemple, à l'école? À l'école, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que j'ai toujours eu cette impression-là que la dyspraxie me différenciait des autres élèves. Je me sentais pas à l'aise et j'avais un gros problème de confiance en moi. Et du coup, j'ai eu la chance de bénéficier d'un AVS à partir de la CE1. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais de gros soucis de compréhension. Et au niveau des praxis, j'avais du mal parce on faisait les maths, surtout là, on faisait beaucoup de géométrie. Et c'est mon AVS, à chaque fois, elle prenait ma règle, elle me traçait les droites, etc. parce que j'avais vraiment beaucoup de mal. Donc j'ai bénéficié d'un AVS tout au long de ma scolarité jusqu'à la seconde. Parce que ça aurait pu aller plus loin, j'aurais pu avoir un AVS jusqu'à la terminale, mais j'ai refusé. Juste une petite précision, c'est quoi l'AVS? Un AVS, c'est quelqu'un qui t'accompagne durant les heures de cours, qui t'aide dans les matières où on rencontre des difficultés. D'accord. Donc elle explique, quand je ne comprends pas quelque chose, par exemple, elle peut me réexpliquer à sa façon, me faire des schémas pour que je comprenne mieux. Elle m'aide à mieux me concentrer parce que j'ai aussi des problèmes de concentration. D'accord. Et avec les autres, comment ça se passait? Est-ce que tu arrivais à te faire des amis? Non, oui, ça va, j'arrivais à me faire des amis quand même. Et le regard des autres par rapport à toi, justement, tu le trouvais comment? Je trouvais que ça allait. C'est vrai qu'après, moi, ça me dérangeait parce que je me suis dit, moi, j'avais quelqu'un pour m'aider pour les cours et les autres, non. Du coup, c'est vrai que par moments, ça me complexait un petit peu, mais sinon, par rapport à ça, non, me regarder normalement. D'accord. Donc, il n'y avait pas de problème en particulier vis-à-vis de tes échanges, de tes rapports avec les autres? Non. C'était plus un problème qui était interne, personnellement, que tu le vivais mal personnellement. Exactement. C'est ça? Mm-hmm. D'accord, ok, très bien. Mesdames, on va marquer une petite pause pour suivre les annonces et on revient tout de suite après. Alors, Mariam, face au handicap de votre fille, atteinte de dyspraxie visio-spatiale, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Alors, en plus de la dyspraxie visio-spatiale, il y avait un gros trouble de l'attention et de la concentration en plus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de trouver des solutions. Et donc, avec le médecin traitant, donc, il a fallu que je fasse un IRM, un scanner pour voir donc, un neuropédiatre. Un ORL, en fait, toutes les spécialités. Et ensuite, on m'a orienté vers l'hôpital de Garches. Mais avant de m'orienter, il fallait que je voie le médecin scolaire.
je pense que je devais être aidée. Ce médecin scolaire ne venait jamais dans cette école. Et je ne savais pas que ma fille était atteinte de dyspraxie à cette époque-là. Et pour ce faire, donc, il fallait que le médecin scolaire remplisse un dossier pour que je puisse être acceptée à l'hôpital de Garches et pour qu'on puisse refaire encore une batterie d'examens et me dire effectivement si elle peut aller à l'école, si elle ne peut pas aller à l'école. Tout en, comme je vous l'ai dit au préalable, on m'avait dit quand je faisais les tests, il faut penser à une école spécialisée, mais vous êtes une brave maman. Et ça, je ne l'ai jamais accepté qu'on me dise que j'étais une brave maman ou que ce que je faisais était bien. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est mon rôle et mon devoir. Donc, ce n'est pas un service que je rends à ma fille, quelque part. Ce n'est pas un service. Je me dois d'élever mon enfant. Donc, voilà. Et je rencontre le directeur de l'école. Donc, j'avais été convoquée parce que pour qu'on m'explique effectivement toutes les difficultés auxquelles elle n'arrivait pas à écrire, elle ne comprenait pas les consignes. Comme elle a bien spécifié, la géométrie, les mathématiques, c'était complètement ésotérique pour elle. Elle ne comprenait pas l'équerre, enfin voilà. Puis je reçois un appel un jour où on me dit que le docteur est là. Et je ne travaillais pas ce jour-là. Et je cours directement voir le médecin scolaire. Et je commence à pleurer, puis je lui explique le problème. Il me calme. Il me dit, madame, j'ai déjà tout vu. Je sais tout. Je vais vous dire une chose. Oui, elle a un problème. Vous allez à l'hôpital de Garches, mais je vous préviens, il y a beaucoup d'attentes. Il me dit, on va croiser. Moi, je donne un avis favorable. Il faut que vous allez à l'hôpital, il faut les appeler. Mais je vous préviens, c'est dur. C'était en fin de journée, donc le lendemain matin, j'appelle l'hôpital. D'abord, je peine à les avoir au téléphone, et puis finalement, je réussis à avoir quelqu'un, et puis j'explique, je demande d'avoir un rendez-vous avec un neuropédiatre, et puis on me dit, il faut 6-7 mois d'attente. Et là, je recommence à pleurer. Je dis, c'est pas possible, je peux pas attendre. Là, je peux pas, ma fille a des difficultés. Et je suis dans un débit, et la dame me calme tout de suite, elle me dit, écoutez, Madame Keïta, j'ai de la place dans 15 jours. Et dans 15 jours, on rencontre quelqu'un. Docteur Savili, je ne vais jamais oublier. Dès qu'elle m'a vue, je pense qu'il y a eu une alchimie, tout de suite elle a compris. On s'est assise, on s'est posé, j'avais tous les documents. Puis elle me demande, comme d'habitude, de relater. Donc j'explique. Et elle me dit, écoutez, on va hospitaliser Ivana pendant 3 jours. On va refaire tous les examens pour pouvoir identifier le handicap. Et à partir de là, on va trouver la solution. 3 jours en ambulatoire. On a accepté. Et donc pendant les 3 jours avec mon mari, on allait tous les matins jusqu'au soir et Ivana faisait tous les examens. Et le 4e jour, elle me reçoit et c'est là qu'elle me dit, votre fille est atteinte d'une dyspraxie visuospatiale. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais la dyslexie, je ne connais pas la dyspraxie visuospatiale. Et boum! Et là, elle trouve les mots pour m'apaiser, pour me dire qu'il y a des solutions. Elle me dit, on a dû certainement vous dire qu'il fallait la mettre dans une école spécialisée. Je lui ai dit oui, je lui ai dit, mais je vous dis tout de suite, c'est non. Elle me dit, écoutez, on va quand même essayer l'école ordinaire, mais il faudra un accompagnement. Pour l'accompagnement, il faut remplir le dossier MDPH, donc pour la maison des handicapés, pour que le handicap soit retenu et qu'après ça, elle puisse avoir donc, les accompagnements, donc notamment l'AVS qui est l'auxiliaire de vie scolaire. Elle me dit sinon, elle peut éventuellement poursuivre ses études à l'hôpital Garches, mais il y a des enfants qui sont atteints de handicap physique, de handicap moteur très fort, et psychologiquement, Ivana ne peut pas tenir. Et là, je commence à faire un travail psychologique sur ma fille, où je lui parle. J'ai toujours parlé à ma fille. Je lui parle, elle me pose des questions, je la rassure. Et puis elle me dit, écoutez, entre-temps le dossier... Alors on me dit aussi également que c'est pas sûr que mon dossier soit accepté. Et il faut savoir que les thérapies ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Ce type de handicap n'est pas pris en charge, sauf l'orthophonie. Donc tout ce qui est ergothérapie, tout ce qui est psychothérapie, tout ce qui est psychomotricité, tout c'est pas pris en charge. Il faut payer. Ah oui. Voilà, c'est une sacrée somme. Et mon dossier est finalement accepté avec un taux de handicap de 80%.
Je reçois le document avec les avis favorables pour toutes les aides. Mais j'avais commencé les aides parce que j'avais déjà commencé à appeler à côté. Donc, bien évidemment, ils ont refait encore les bilans. Donc, ergothérapeute, psycho, pour savoir effectivement ses aptitudes intellectuelles. Donc, ça, ici, il fallait évaluer sa compréhension, son orientation, ses niveaux de difficulté pour savoir en fait comment l'aider. Et j'étais là. Et c'est après que j'ai demandé à travailler à temps partiel. J'avais demandé beaucoup moins, on me l'a refusé, mais on m'a quand même octroyé le 80% que j'ai accepté quand même. Et donc, il fallait l'accompagner tous les jours et faire le travail derrière. Et donc, quand elle me disait, maman, je peux pas, je lui dis, si tu pourras, ma fille. Tu vas réussir. Je suis là. On n'abandonne pas. Quand on a un problème, il faut faire face au problème et il faut aller de l'avant. Et je lui ai dit, il faut que tu sois cette ambassadrice quelque part et montrer aux autres enfants qui sont dans ta situation, qui ont d'autres problèmes, que ce soit des difficultés d'apprentissage, des difficultés de compréhension, qu'on peut arriver avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation, avec une volonté. Et comme je lui dis toujours, c'est vrai que j'ai été là, mais le travail, c'est toi qui l'as fait. Parce que si tu n'avais pas eu envie, tu n'avais pas eu cette volonté d'arriver, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, quelque part, le mérite te revient à toi, ma fille. Et j'en suis fière. Merci, maman. Parce que tu te demandais, des fois, tu me disais, maman, est-ce que je vais arriver un jour? Maman, il y a une anecdote qu'il faut que je dise aussi à Marvel. Elle m'a dit un jour, maman, j'aimerais bien être comme toi. Et je lui ai dit non, ma fille, surtout pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'identifie à quelqu'un, on développe un complexe. Il faut être toi avec tes qualités, tes défauts. Je lui ai dit, quand tu accepteras que tu es dyspraxique, tu verras comment ta vie sera. Accepte-toi. Et ce que tu peux faire, c'est améliorer le moins. Mais accepte-toi et sois toi avec ta propre personnalité. Je peux t'inspirer, oui, mais sois toi, ne sois pas moi. Moi, j'ai mon caractère, j'ai ma personnalité et toi, tu as la tienne. Et c'est comme ça, petit à petit, on avançait. On faisait beaucoup de choses ensemble et on continue de le faire. Aller au cinéma, aller au restaurant. Des fois, me disant, on s'est moqué de moi aujourd'hui, je lui dis, c'est pas grave. Et ce qu'on a fait, et ce que j'ai fait aussi, qui est important, il faut que je le dise, c'est qu'on a pris cette dyspraxie, on copine. C'est-à-dire que elle fait partie de nous, on ne peut pas la rejeter. Donc, elle fait partie de nous et je lui ai dit, pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on l'accepte pour pouvoir avancer de façon positive. Moi, je serai toujours là pour t'accompagner. Mais il va falloir, tu tomberas. Comme dit le proverbe japonais que j'aime beaucoup, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. Mais c'est en tombant et en se relevant qu'on avance et qu'on devient meilleur. Donc c'est un peu... Et donc le legs que je laisse à Ivana toujours, enfin que je lui laisserai, c'est exactement cet accompagnement, cet amour en premier. Cet amour que j'ai pour ma fille, qui ne s'explique même pas, c'est un amour, voilà, c'est tout pour ma fille. Et puis ensuite, ce soutien défectible qu'on a pour son enfant, sans pour autant la juger, en disant « Oh, tu me fatigues, tu as toujours des problèmes ». Non. D'ailleurs, en parlant de soutien, vous êtes cadre bancaire et vous avez mis de côté votre travail pour vous consacrer à votre fille parce que votre objectif, c'était de la remonter. Tout à fait. En fait, oui, je veux remonter. On peut toujours rebondir quand on est adulte. L'ascension sociale ou ma carrière professionnelle n'a pas... Entre ma fille et ma carrière professionnelle, le choix a été vite fait, en fait. Je peux rebondir à tout moment. Mais ma fille, je ne dois pas... Je me dis, je ne dois pas rater ma fille. Après, elle fera ses choix après. Mais j'ai un devoir et une obligation d'être présente dans son parcours de vie. Surtout que c'est votre fille unique. Unique, absolument. Absolument. Alors, le problème était là, clairement, mais vous regardiez à la solution. Oui, il faut trouver une solution. Moi, j'ai une philosophie face à un problème. Quel est l'intérêt à agir? On ne s'apitoie pas. Cette position victimaire de se sentir en pitié, non. Il faut régler le problème quand il est là. Oui, quand il vous tombe dessus, ça fait mal. Effectivement, humainement parlant, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, c'est vrai. Mais pas dans la continuité. Il faut à un moment donné trouver la solution et puis aller de l'avant. Alors, Ivana, votre maman était sûre qu'il y avait une solution à votre problème et vous y croyez? Au début, non. Mais après, oui. Mais au début, non, parce que j'étais un peu...
limite en dépression, j'étais tout le temps pas bien. Tout le temps, je disais à ma mère oui, maman, je suis pas bien. J'ai l'impression que je vais jamais réussir. Oui, je le vivais un peu mal. Mais après, avec toutes les rééducations que j'ai eues et l'accompagnement de ma mère, et de mes parents et de ma mère aussi, du coup, plus ma mère, bah, j'ai quand même repris confiance en moi et elle m'a beaucoup aidée à aller de l'avant, à croire en moi. Et elle a toujours été là pour moi dans les moments où ça n'allait pas, où c'était difficile. Et du coup, après, j'ai commencé à y croire. Et jusqu'à présent, bah, même malgré le fait que je sois dyspraxique et je me dis que ça partira jamais, au moins, je suis contente parce que on a quand même réussi à corriger ma dyspraxie avec suite aux rééducations que j'ai eues. Bah, j'ai eu l'ergothérapeute, le psychologue, la psychomotricienne, l'orthophoniste, et ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, les résultats sont là, ils sont visibles. Tout à l'heure, Mariam, vous dites qu'elle avait 80% de taux d'handicap, c'est ça? À 80%, on est descendu à 10%. Remarquable. Waouh. Comment vous expliquez ça? Comment ça se fait? Peut-être un peu mon côté, je ne lâche pas. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent réellement savent comment je suis tenace. Et je pense que c'est ma ténacité qui paye aujourd'hui. Et ma satisfaction première, c'est que ma fille soit épanouie. L'objectif d'un parent, c'est de savoir, déjà on est parent à vie. Et je pense que c'est le métier le plus difficile au monde, être parent. Parce qu'on se pose des questions. Et moi, ce que je lui disais, ma satisfaction, c'est que tu sois épanoui, que tu te sentes bien. J'ai gagné quelque chose. Et il fallait se battre. Effectivement, ça a été des montagnes russes. Il y a des moments où ça allait très bien, il y a des moments où ça n'allait pas du tout. Et il fallait être là. Et il y a des nouveaux, elle pleurait. Je me cachais pour pleurer, mais je ne voulais pas qu'elle me voie triste. Parce que je me suis dit, quand vous voyez un enfant en désespérance, en souffrance, ça fait mal. Ouais. Et Ivana, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement, je me sens en pleine forme. Je me sens très bien dans ma peau. Oui, et au niveau des études, apparemment, tu as même poursuivi tes études. Et raconte-nous un peu, ça s'est tellement très bien passé que là aussi, on ne va pas en croire nos oreilles. Explique-nous ce qui s'est passé pendant tes études. Franchement, depuis que j'ai obtenu mon brevet avec mention bien, franchement, j'étais super contente. Et après ça, je suis allée dans un lycée général. Et franchement, c'était compliqué, mais je me suis toujours accrochée, j'ai toujours été persévérante. Je tiens ça de ma mère. Ouais. Et tu as eu ton bac aussi? Avec mention assez bien. J'étais très contente. Et j'ai eu aussi mon oral, j'ai eu un 20 sur 20 à mon grand oral, mon oral de bac. Franchement, j'étais très très contente. Quelle matière? En plus, c'était mon grand oral. C'est général en fait. Ouais, d'accord, ok. 20 sur 20 pour une personne qui ne parlait pas. C'est juste incroyable. Incroyable. Donc tu as même fait mieux que d'autres personnes qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de problème. Franchement, j'étais quand même découragée parce que c'est vrai qu'à l'oral, j'ai un petit peu des soucis. Je parle sur un ton monotone, j'articule pas forcément bien à cause du stress. C'est toujours le stress qui domine. Et avec mes profs, parfois, je restais même des heures supplémentaires. Et j'étais un peu découragée parce que en fait, j'ai l'impression que malgré mes efforts, c'était toujours la même chose. Et après, ma mère me fait toujours la méthode à chaque fois que je travaille, la méthode du qui, quoi, où, comment, pourquoi, quand. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est ce que j'avais fait. Après, j'ai acheté un lutin où je mettais tous mes documents, je travaillais, tout. Et elle était là. Donc, ça m'a aussi aidée. Et ta mère, ouais, on peut dire, ta mère a joué un grand rôle dans ton évolution. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton héroïne? Oui. Oui. Ma mère, c'est l'héroïne. Oui, oui. Waouh. Moi, c'est toi qui es mon héroïne. Ouais. C'est formidable. Et Mariam, vous avez décidé de raconter votre histoire dans un livre. Oui. Est-ce qu'on peut déjà en parler? Est-ce que ça va sortir? Oui. Voilà. Alors, dites-nous-en. il y a des corrections à faire. Donc, il y a la maquette. Donc, il y a des corrections parce que j'ai eu l'idée de partager, de ne pas faire de ça un tabou. Mais de plutôt en faire un témoignage et de pouvoir impacter, aider les mamans mais aussi, qui sont dans ce genre de situation. Et je travaille dessus, j'ai pas fini parce que j'ai pas mis qu'elle a eu son bac et tout, et qu'elle est en BTS support action managériale en première année. Donc voilà, oui. Donc il sortira l'année prochaine.
il y aura une conférence. Et à côté de ça, j'ai créé une association également. Tout est intrinsèquement lié. Donc, d'une histoire perso et une association qui a été créée. Ivana est bénévole de l'association. Oui. Et voilà, donc cœur de générosité. Voilà, où on fait si je peux en parler, des dons aux enfants en situation de handicap, mais aussi aux orphelins. Et la partie France, c'est visite des enfants malades avec un partage de culture. Voilà. Donc, elle est déjà en activité, l'association. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Elle s'appelle comment? Alors, l'association s'appelle Cœur de Générosité. Cœur de Là, à la fin Générosité. de ce mois, on a une action vers une autre association qui héberge des femmes isolées, sans personne, donc on va donner des denrées secs, des denrées alimentaires. Et en fin d'année, on projette d'aller soit à Bourgon ou soit à Necker. Alors, comment joindre votre association? Alors, il y a un mail, donc c'est Cœur de Générosité, alors cœur 2 avec le chiffre 2, générosité@gmail.com. D'accord. Sinon, joignable au 06 01 64 25 20. C'est noté. Merci beaucoup. En tout cas, nous, dans Résilience, on aime ce genre d'histoire magnifique. Et comme on dit, quand il y a un problème, il y a une solution. Toujours. Il y a une solution. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Toujours. Voilà, merci beaucoup, mesdames, pour ce beau partage. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Résilience. Sapi's greatest production. Why you so